Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bon, c'est le week-end bientôt. Oui. Et alors donc, on va va recevoir une recevoir sommité. Patrick Sabatier qui va bientôt fêter ses 50 ans de carrière et qui publie un deuxième livre qui est très très bien, que moi j'ai beaucoup aimé. Ne le dis surtout pas à Paul, qui paraît aux éditions du Rocher. Vous savez, dans le premier, il racontait un secret de famille qu'il avait découvert après la mort de sa mère, à savoir qu'il avait un demi-frère, un demi-frère qui avait été arraché à sa mère, et là c'est une forme de suite, de secret là aussi qu'il cherche à percer. Donc c'est passionnant parce qu'on revisite aussi ces années télé. Ben oui, puisque un peu comme avis de recherche, à partir de certaines photos, il va essayer d'aller à la recherche de personnes. Vous aimeriez faire avis de recherche? Oui, ça m'a fait marrer. Ouais. Vous êtes encore en contact avec des copines? Oui, bien sûr. Oh là là. Bien sûr. Ouais. Pas vous? Vous n'aviez pas d'amis? Si. Mais non, je ne suis pas resté en contact. Je n'ai pas d'amis d'enfance. Mais vous pouvez les retrouver, vous savez, via Facebook. Oui, mais je n'ai pas forcément. Vous n'avez pas envie? Moi, j'ai gardé des très proches amis depuis la maternelle même. Allez, on aura Patrick Sabatier dans un instant avec nous, mais on commence avec le zapping du vendredi. Sud Radio Média, l'instant zapping. Alors Valérie, après un essai concluant, un petit blog Infomédia en musique, des infos que j'ai récoltées sur Pure Média, Télé 7 jours et Télé Loisirs. Voilà pour mes sources. On commence par un premier son. Je suis le loup-garou, et toi qui donc es-tu? Je suis chanteur comique. C'est pour la nouvelle émission de Canal+. Entre autres, et puis sur M6 aussi. Il y a deux émissions. Oui, c'est sur TF1. Le Bougalou du loup-garou. Alors c'est vraiment la mode du jeu du loup-garou que M6 a remis au goût du jour. Le célèbre jeu de société. Alors tout le monde désormais veut son jeu du loup-garou. Alors ce soir, TF1 diffuse le maître du jeu présenté par Laurent Ruquier. De son côté, Canal+, ce soir, en face de Ruquier, propose les 2 premiers numéros de son programme inédit, Les Loups-Garous. Donc 2 programmes de Loups-Garous en prime ce vendredi. C'est le jeu de société le plus vendu au monde, le jeu du Loup-Garou. Ah oui, c'est un phénomène. Alors Netflix ne pouvait pas être en reste. Il lance un film, Loup-Garou, le 23 octobre sur la plateforme, et ils mettent à l'occasion en place une grande promo qui est... Moi, je trouve ça original. Ils organisent une chasse au loup-garou immersive, conçue pour toute la famille, pendant le week-end prochain, du 19 au 29 octobre, dans 4 villes de France. Et donc, ils reprennent les légendes un peu des bêtes. Alors, il y a la bête du Gévaudan, évidemment, à Clermont-Ferrand. Il faut retrouver le lébérou de la Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux, que je connaissais pas. Autre bête qui s'appelle le bugle-nose. Alors, excusez-moi, tous nos auditeurs, parce que je suis vraiment un Parisien, donc j'ai peut-être pas les bonnes prononciations. Le bugle-nose de Bretagne, vous connaissiez, vous? Pas du tout. Ça, c'est pour la ville de Rennes. Et on ira chercher le loup des Vosges à Strasbourg. C'est original, comme chasse. Les 4 chasses auront lieu simultanément le samedi 19. Et puis, donc, pour essayer de retrouver, vous devez aller vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire sur une plateforme qui s'appelle loup-garou-lefilm.fr/inscription. Et là aussi, vous pourrez aussi assister à l'avant-première du film le dimanche. Dans le film Le Loup-garou, vous avez entre autres Franck Dubosc et Jean Reno. Voilà, tout le monde veut son loup-garou. Et ce qu'on a entendu, c'était le Bougalou du loup-garou de Carlos, qui a eu un sacré succès. Voici un son numéro 2. One more time. L'Energy Music Award. Oh, mais vous êtes très forte ce matin. Vous m'épatez. C'est reparti pour une des rares émissions de variété de TF1 Énergie. Ça va être diffusé le vendredi 1er novembre. Ça va arriver très vite. C'est la 26e édition présentée par Nico Saliegas au Palais Festival de Congrès de Cannes. Et vous pouvez faire comme le public, Valérie, voter pour des artistes que vous ne connaissez pas. C'est ce que j'allais vous dire. Pas. J'allais le dire. Je crois que je ne connais personne, mais... Alors si, quand même. Allez-y. Vous pouvez voter dans chaque catégorie une seule fois. Plusieurs artistes ont confirmé leur présence. Bon, Indochine, on est bon. Oui. David Guetta, on est bon. Oui. Là, ça va être compliqué. Teddy Swim. Pas du tout. Sfredaliza et Isolt. Non. Ah oui, Isolt, oui. Oui, Pierre Garnier. Oui. Clara Luciani. Oui. Donc voilà. Oui, non, bon, il y aura. Voilà, vous irez écouter Teddy Swim. Absolument. Donc c'est le 11 novembre. Je suis sûr, à 100 000 %, que vous connaissez ce générique. Oh,
la petite maison dans la prairie. Je suis pas sûr que vous allez apprécier cette info que je vais vous donner. Alors, le mercredi 30 octobre, la chaîne Sister fêtera les 50 ans de la petite maison de la prairie. À cette occasion, dès 6h du matin et toute la journée, en continu, jusqu'à 21h, ils diffuseront la petite maison de la prairie. Ça change quoi au programme habituel? Voilà, je le savais. Non, ça change quoi au programme habituel? Je vous connais vous par avez des cœur. Après-midi entières de petites maisons dans la prairie, donc ils rajoutent la matinée, c'est tout. Donc voilà, de 6h du matin jusqu'à 21h pour les 50 ans de Sister. Sachez qu'à 21h10, il y aura La petite maison est toujours dans la prairie. Et là, c'est un documentaire qui raconte... on va aller jusqu'à Simi Valley. Simi Valley en Californie, c'est là où a été tournée cette série culte. Et puis, il y aura également des images du festival. Il y a un festival de Little House on the Prairie. Avec on avait reçu Nelly Olson, je me souviens plus de son nom. Oui, alors je pense que vous l'avez reçu. Je suis pas sûr qu'on l'ait reçu ici à Sud. Si, on l'avait reçu à l'occasion d'un festival country. Oui, vous avez raison. Ouais. Et donc vous découvrirez les acteurs, les costumes, les décors, toute la magie de Walnut Grove. Donc je vous redonne la date sur Sister. Ça sera le mercredi 30 octobre. Très bien, qui s'appelle Alison Arngrim. Exactement. Voilà. Et moi, j'ai un $, signé par Larry Hagman. C'est vrai? Vous vous souvenez? Non, vous n'étiez pas là. C'était le festival de Monte-Carlo. Ouais. J'avais rencontré. Pas avec vous. Il distribuait des billets comme ça, enfin des faux billets évidemment, de $1 qu'il signait. Et vous l'avez toujours? Oui, bien sûr. Ah, ça doit avoir une certaine valeur. Je pense qu'il en a donné beaucoup. Allez faire l'émission des Antilles. Je vais aller voir Julia Vignali. Écoutez ce son qui est plutôt une bande-annonce qu'un générique. C'est sur Canal+? Non, c'est sur Netflix. C'est la série Monstre. Eh oui. Alors elle raconte, vous savez, la véritable... Alors c'est l'énorme carton de Netflix. Mais c'est formidable, moi je l'ai regardé. Ça raconte la véritable histoire d'Eric et de Lyle Menendez, deux frères condamnés à perpétuité pour l'assassinat de leurs parents en 1989. Ils ont avoué leur crime. Ils assurent avoir commis l'impardonnable après avoir été victimes de violences morales, physiques et sexuelles de la part de leur père, sans jamais être protégés par leur mère. Et du coup, cette histoire a touché qui ? Kim Kardashian, qui demande la libération des frères, qui milite, Valérie, l'influenceuse qui poursuit ses études d'avocate, est venue à la défense d'Eric et Lyle Menendez, deux frères donc condamnés. Elle l'indique sur NBC le 4 octobre, elle était invitée, elle a dit « Nous sommes tous les produits de nos expériences. La star de télé-réalité demande cette libération. » Alors, elle a été au centre correctionnel près de San Diego pour échanger avec un groupe de détenus. Elle l'a rencontré, Lyle et Eric Menendez, elle va loin. Elle était alors accompagnée de sa sœur. Alors c'est tous les Kardashians qui ont été la mère, Kris Jenner, ils ont tous été là-bas. Ils ont emmené Cooper Koch qui incarne le rôle d'Eric dans la série. Une rencontre qui aurait bouleversé les deux frères. Et donc on va voir si elle arrive à être plus fort que la justice américaine. Alors, il y a un documentaire qui, suite à au carton de la fiction, est diffusé en ce moment aussi sur Netflix, où il y a plus de 30 heures d'interview des frères Menendez en prison en ce moment. Et hier, je voyais que le procureur disait qu'il voulait réouvrir le procès parce qu'ils ont retrouvé une lettre qui avait été adressée à un des cousins, lettre dans laquelle l'un des deux racontait qu'il avait été abusé par son père. Incroyable. Après les loups-garous ce soir, samedi, ce sera la soirée des petits loups. Salut les loups, ça vous met sur la voie, non ? Mon imitation, bon. C'était la voix de Nikos Aliagas, c'est le retour en prime de la Star Academy, Valérie. Prenez votre mal en patience, cette année, ça va jusqu'à mi-janvier. Ils font Noël et le Nouvel An dans le château. Donc là, il va en avoir des soirées de la Starac. Et puis, on espère qu'ils auront un gagnant aussi bankable que Pierre Garnier. Vous avez vu le dernier tube de Pierre Garnier ? Bien sûr. Ah bon ? Non, vous l'avez pas vu. Et il fait la fameuse chanson de Ménène. Il a signé avec Ménène. Je sais pas qui c'est. Ménène. Non, Ménène, les rasoirs. La perfection au masque. C'est lui qui chante maintenant. T'emmener plus loin jusqu'à ta perfection. De père en fils,
Jolie Pour chanson. c'est notre ambition. Gillette, la perfection masculin. Alors c'est pas Ménène, hein, c'est Gillette, vous avez Oui. entendu, mais comme ça on a dit deux marques, donc Ouais, on est voilà, bon pour la vous êtes com. bon, voilà. Mais c'est Gillette, j'ai Très confondu bien. parce que moi j'utilise Ménène, c'est Voilà, pour ça. merci, on est ravis de l'apprendre, ça va nous faire notre week-end. Allez, dans un instant, Patrick Sabatier sera avec nous. À tout de suite. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Patrick Sabatier. Bonjour Patrick, merci d'être avec nous. Bonjour à vous. Vous fêtez vos 50 ans de carrière. Et puis on est de bonjour, hein. Le vendredi, c'était le jour de Patrick Sabatier. Hein. Oui, sur TF1 à 20h30, oui, j'en ai fait pas mal, oui. Ah, de vendredi. Pas Eh. mal. Vous avez apprêté donc à fêter ses 50 ans de carrière l'année prochaine. Oui, C'est- alors je vais dire une chose un peu banale, ça passe vite, Ouais. mais en même temps j'ai eu l'impression d'avoir beaucoup de chance, quoi, d'avoir mis sur l'antenne des émissions que on n'a pas acheté de concept, donc on Non, les a c'est créées, et puis c'est toujours une chance de rencontrer son public. Alors entre le jeu de la vérité, porte-bonheur, tout ça à la une, avis de recherche, oui, ça a été une période où je me sens extrêmement gâté, quoi. J'ai fait avec passion ce que j'aimais faire à l'époque et qui a rencontré pas mal de public. Vous oui. imaginez qu'à notre époque, vous seriez milliardaire. C'est-à-dire qu'à notre époque, vous seriez animateur-producteur et vous vendriez le concept dans le monde entier. Pourquoi il ne s'est pas vendu dans le monde entier, le jeu de la vérité? Vous étiez déjà Ouais. producteur. Oui, j'étais déjà Déjà producteur, mais producteur. j'ai pas trop travaillé cette partie. J'ai plutôt été sur l'artistique et j'aurais certainement dû vendre les concepts que je n'ai pas fait, que d'autres ont fait d'ailleurs avec succès. Je pense à Arthur ou à Ardisson. Oui. Mais bon, je l'ai pas fait. Mais enfin, bon, voilà. Et il n'y a c'était aucun avant. regret que... Ah, pas de regret, non. Pas de regret, j'ai fait des choses comme je les sentais. Franchement, c'est l'émission, c'est la chanson de William Scheller. J'ai été un homme heureux en faisant ça et ça m'a beaucoup plu. Et ça vous manque? Pas du tout. Non. La vie, elle est faite de séquences, et autant j'ai été gâté, autant je suis dans une autre séquence aujourd'hui, où je profite d'abord de ma compagne, c'est votre femme. Isabelle. Oui, mais je dis compagne parce que on s'accompagne mutuellement les D'accord, uns les autres, des enfants qui sont grands, que vous connaissez d'ailleurs, Valérie, des petits-enfants, des amis, des randonnées que je fais, des voyages que je peux faire, du temps que j'ai à ma disposition et d'un minimum de contraintes. Alors, franchement, autant la première période a été formidable, avec passion, la télévision, cette autre période me semble Mais très par bien. exemple, cette semaine, vous étiez chez RTL pour la promo de ce livre. Quand vous rentrez à RTL, vous dites pas quand même, j'y retournerai bien. Ah non. Non, je suis très heureux D'ailleurs, moi j'ai connu le RTL rue Bayard, maintenant RTL et à Charles de Gaulle, à Neuilly, mais non, je suis très content de voir ceux qui y travaillent. D'ailleurs, j'ai même rencontré ceux qui y travaillaient quand j'y étais et qui y sont encore. Pas loin de la retraite, bien sûr. Non, mais moi, franchement, je n'ai pas de regret de ça. Et pourtant, et on va parler de votre livre, ne le dis surtout pas à Paul, qui est paru il y a 2 jours aux éditions du Rocher. C'est une forme de suite de votre premier livre, qui a eu un vrai gros succès d'édition, qui est paru en poche, un livre assez personnel. Vous êtes créé un alias, Paul Saran. J'encourage tout le monde à le lire, parce que franchement, c'est une histoire vrai, véridique, qui vous est arrivé. On va en reparler, mais juste sur ce livre, ce second, quand on a été une personne connue, il faut apprendre à aimer l'anonymat comme on a aimé la célébrité. C'est la seule façon d'être heureux. Oui, ça c'est Simone une phrase Veil. de Simone Veil qu'elle avait déclarée dans une émission de radio. Je l'ai retenue parce que effectivement, dans nos métiers, ce qui est très important, c'est de réussir l'atterrissage. Ouais. Le décollage, on a tous envie de... Voilà, on passerait au-dessus des montagnes, on a envie de tout, ce qui est bien normal, mais on sait que notre métier, c'est quand même un métier fragile, un métier où les choses peuvent un jour s'arrêter. Et puis, donc, il s'agit de se dire que, le jour où ça peut m'arriver, mais moi, j'y pensais depuis toujours. C'est une question d'éducation. Ouais. J'ai commencé très tôt à faire de la radio et de la télévision. J'avais 23-24 ans. Franchement, je me disais, ça va durer 1 an, 2 ans, puis tiens, ça va durer 5 ans, tiens, ça dure 10 ans, tiens, ça dure... Mais autour de moi, tout le monde me disait, ça peut s'arrêter demain. Oui, mais quand ça s'arrête, c'est dur quand même. Non. Non, parce que c'était un choix quand de ma on s'y part. attend.
Non. Enfin, vous le savez plus que n'importe qui, puisque nous nous connaissons et on s'est beaucoup parlé. Moi, c'est un choix. J'ai même encore eu, enfin, sans en parler d'une façon indiscrète, mais des propositions de radio, vous le savez, Valérie, ou de télévision, et j'estimais que, je n'avais plus... Il faut beaucoup d'énergie pour faire ce métier. Vous pensez au temps qui reste ? On y pense tous les jours. On pense pas à la valeur temps de la même façon à 70 ans qu'à 20 ans. Donc, à qui je vais le donner ce temps ? À la limite, je dirais, entre guillemets, qui mérite d'avoir ce temps-là ? Ma famille, mes amis, mes enfants, mes petits-enfants, la télévision, la radio, mon métier. Moi, je ne suis pas frustré. J'ai fait ce que j'ai voulu faire pendant des années, des années. J'ai été gâté. Donc je pense que, il faut passer à autre chose. Et puis il faut dire, Valérie, que c'était une autre époque. Si aujourd'hui, les insultes, les invectives sont courants à la télévision, à l'époque, on avait une télévision vraiment très d'accueil et autres. Et il y avait un style, Patrick Sabatier. Je vous emmène dans les années 80 avec un avis de recherche. Et ça démarrait comme ça. Et vous démarriez la télévision de cette façon-là, vous allez voir, c'est très classe et très élégant, on n'est plus habitué. Il y a du soleil plein la télé, il y a une photo et de l'amitié, le rendez-vous de la journée, avec Patrick Sabatier. Eh bien, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver sur TF1. Il y aura Anne-Marie Pesson dans quelques instants avec moi. Et nous espérons, toute l'équipe d'Avis de Recherche, vous apporter le soleil que vous n'avez peut-être pas dans votre région. J'espère que ça va bien chez vous. Alors immédiatement, regardez la photo d'Anne-Marie Pesson sur votre écran. C'est Anne-Marie Pesson. Vous allez peut-être être un peu étonné car c'est pas tout à fait Anne-Marie que vous connaissez. C'est le lycée Montgrand. Vous allez la voir, Anne-Marie. Parce que Roger Pradine va faire un gros plan d'Anne-Marie. Le lycée Montgrand, 1950, à Marseille. La voilà, Anne-Marie. Regardez-la. Alors, si vous vous reconnaissez sur cette photo, ou si vous croyez reconnaître quelqu'un de votre entourage, familial, professionnel ou amical, dès maintenant, appelez le 538 66 33. 538 66 33. Ça vous émeut ? C'est le premier avis de recherche que j'ai fait, en juillet 1980. Anne-Marie, qui était ma collègue à RTL, avait accepté d'être la première invitée. Oui, ça m'émeut parce que, franchement, si j'avais une émission comme ça à la télévision aujourd'hui qui me serait proposée, je la regarderais. Ouais. Je n'ai mis à l'antenne, et c'est sans aucune prétention, croyez-le bien, que ce que je ressentais. Je n'ai jamais fait de calcul, je n'ai jamais fait de stratégie. Avis de recherche, je trouve que c'est une idée merveilleuse. Ouais. Mais qui n'a pas été vendu justement dans le monde. Qui n'a pas été vendu, que je n'ai pas vendu. Ouais. Pourquoi ? Parce que oui, ce que vous disiez tout à l'heure. C'était une autre époque. C'était une autre époque. C'est ce livre, donc, ne le dis surtout pas à Paul. Roman, c'est aussi un peu un avis de recherche. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Je faisais le lien. C'est un roman, mais un roman à clé, puisque ça parle de vous. Puis il y a une photo. Puis il y a une photo, effectivement, ça parle de vous enfant, ça parle de vous aujourd'hui, ça parle de vous dans ce que vous avez été, ce que vous avez voulu faire. Moi, ce qui m'a frappé dans les souvenirs que vous avez, que vous racontez dans ce livre, c'est très très jeune, vous vouliez faire de la radio, de la télé. Vos copains disaient, tu nous emmerdais avec ton micro, et vous présentiez la cérémonie de remise de prix. Déjà, vous étiez sur l'estrade en 3e. Ah oui, absolument. C'est moi, ça qui est incroyable. J'ai toujours voulu faire ça. Ça ne m'a jamais semblé difficile. J'ai beaucoup travaillé. Ouais. Souvent on me demande mais est-ce que tu as le trac et alors je disais non, j'ai pas le trac, mais pour enlever le trac, je travaillais beaucoup. Mais quand je dis je travaillais beaucoup, je travaillais pas pendant ma carrière. J'ai travaillé tout jeune, c'est-à-dire tout jeune, je me voyais dans cette situation. Tout jeune, je me voyais présentateur, animateur, etc. J'ai raconté 1000 fois. Et franchement, pour moi, être derrière un micro ou devant une caméra, c'était plutôt... Ou présenter, ça a toujours été une récréation, un plaisir de partager. Ouais. Et là, donc, c'est un avis de recherche. C'est véridique, cette histoire. Ce que vous racontez dans le livre, vous décidez de faire un peu de ménage, là aussi. Enfin, je me pose la question pourquoi j'ai écrit le premier livre, d'abord. Oui. Parce que tout d'un coup, je me dis... Oui, est-ce que j'ai pas... Parce que la lettre raconte l'histoire de votre maman. D'un secret de famille. D'un enfant qu'on lui a... Arraché. Et je le découvre par une lettre, et ça, c'est le premier roman. Quand elle est décédée. Et quand elle est décédée, et après, je me dis, dans le deuxième roman,
Est-ce que j'ai eu raison de le faire? Ce qui est vrai d'ailleurs, je me suis vraiment posé la question. Est-ce que j'ai eu raison de le faire? Parce que tout compte fait, j'ai parlé d'un secret qui à la fois me touche indirectement, mais pas vraiment. C'est le secret de ma mère et ma mère n'est plus là. Ouais. Et je l'ai écrit sans ton autorisation. Donc je me pose vraiment la question. Et puis je décide, quoi qu'il en soit, c'est fait, c'est fait. Ça sert à rien de se poser les questions. Donc je décide de ranger un peu ma vie. Et en rangeant ma vie, je découvre une mallette dans laquelle il y a qui appartenait à Emma, que je n'ai pas ouverte pendant longtemps, parce qu'on ouvre rarement les affaires des personnes qui ne sont plus là. On n'ose pas. Enfin, moi, j'ai pas osé. Et puis je découvre quelque chose. Alors beaucoup de photos d'elle avec des gens que je lui avais présentés, qu'elle aimait, Rolly Iglesias, Charles Trenet, etc., etc. Là, c'était devant la Rolls de Charles Trenet. Voilà, qu'il avait emmené au Festival de Cannes. Mes parents étaient, c'était incroyable dans cette Rolls blanche. Merci Monsieur Trenet, vous leur avez fait vivre un rêve. Et il y a une photo de classe de moi en 3e B. Et je dis à Suzanne, qui est le deuxième prénom d'Isabelle, donc de ma femme, j'ai dit, oh tiens, j'aimerais bien savoir ce qui est redevenu ma bande, parce que c'était pas toute la classe, c'était une bande de 6. Et elle me dit, tu m'as promis justement que si tu arrêtais la télé et la radio, ce serait pour te consacrer à moi, donc tu oublies tout ça. Et j'ai dit, bon, t'as raison, jusqu'au moment où la photo se retourne, et je reconnais l'écriture d'Emma, où il y a marqué, mal écrit, ne le dis surtout pas à Paul. Et donc, je me dis, quelque part d'ailleurs, je comprends même pas, je dis, qu'est-ce qu'il y a encore? Et je dis donc à Suzanne, alors, ce sera dans un mois ou dans 2 mois, mais là, je veux savoir à qui s'adresse, et je suis persuadé, d'ailleurs j'ai raison, que ça s'adresse à l'un des 6, parce qu'on était toujours ensemble. Ils étaient toujours chez moi, j'étais toujours chez eux. C'est les copains des premiers flippers, des premières cigarettes, des premières copines, petites copines, etc. Donc je dis, Emma s'est adressée à l'un d'eux, et le livre, je vais les retrouver, parce que je ne les ai pas vus. Il y en a un que j'ai revu assez souvent, c'est Serge Rumène, dans le livre, mais... Pourquoi je ne sais pas ça et à qui ça s'adresse? On va y revenir dans un instant, on marque une pause et on a encore beaucoup de temps avec vous après dans la deuxième partie de l'émission. Patrick Sabatier, merci d'être avec nous ce matin. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec Patrick Sabatier qui est avec nous à l'occasion de la parution de son 2e livre, Ne le dis surtout pas à Paul, aux éditions du Rocher. Je vous encourage à lire le précédent si vous ne l'avez pas fait. On a eu, nous, un vrai coup de cœur dans le coup de cœur des libraires avec Gérard Collard pour La Lettre, livre très personnel. Celui-ci l'est tout autant. Et on le disait précédemment, vous avez lancé un avis de recherche pour retrouver ses camarades qui étaient sur une photo au dos de laquelle était de la main de votre maman et inscrit « Ne le dis surtout pas à Paul ». Donc, à la fin du livre... faut pas tout dire. Non, je ne veux pas le dire, évidemment, puisque non, ce que je voulais simplement dire, Valérie, c'est qu'à la fin du livre, je découvre, en y croyant à peine d'ailleurs, à qui était destiné ce message, et surtout... Pourquoi ? Donc on va pas trop dévoiler. Moi j'ai beaucoup aimé la construction du livre parce qu'à la fois il y a cette histoire et puis il y a différentes typographies dans le livre avec tout au long du livre des lettres tapées à la machine qui commentent vos différentes émissions. Donc on saura qui est cette personne et puis ça revient sur un certain nombre de souvenirs et de rencontres que vous avez faites de gens qui vous ont marqué. Il y a Gainsbourg. Il y a Claude Nougaro, il y a Thierry Leluron, très très émouvant le chapitre sur Thierry Leluron. Parce que je raconte ça de 1965 à aujourd'hui, comme dans le premier, je racontais l'histoire entre 1924 et aujourd'hui. Dans le premier livre, là, je raconte à ma façon les grands événements qui ont marqué les gens, la France entre 1965 et aujourd'hui. Il y a évidemment le sida, et c'est vrai que je rencontre Thierry Leluron que je connaissais. Nous avons un petit déjeuner ensemble pour qu'il vienne à l'émission Le Jeu de la Vérité, et on parle, et il me dit bon d'accord, je vais le faire, ok, j'arrive à le convaincre, et je sors de l'hôtel où nous étions, et je monte dans ma voiture, tout d'un coup je vois Thierry qui sort et qui frappe au carreau de la voiture, comme ça, je suis complètement ahuri, je baisse la vitre, un long moment ensemble. Et il me dit je vais pas le faire. Je dis mais attends, qu'est-ce que tu me racontes Thierry, ça, tu m'as dit oui là, il y a encore 5 minutes. Et là, à propos de son homosexualité et de cette période du sida, il me dit la chose suivante qui me glace et en même temps effectivement très respectable: je ne veux pas que ma mère la prennent par la télé. Et ça, je l'ai vécu... Voilà, on est en 1985. Et alors, évidemment, je comprends.
Est-ce qu'au jeu de la vérité, c'était des questions de la production ou c'était des questions des téléspectateurs? Parce qu'on sait que dans pas mal d'émissions, on glisse les questions à certains téléspectateurs ou d'auditeurs pour C'est une très faire bonne du show. question que vous auriez pu poser au jeu de la vérité et je vous aurais répondu, comme vous pouvez l'imaginer, puisque vous êtes un professionnel. On devait avoir par exemple 10 questions sur le sexe, admettons, on en prenait une. Donc on sélectionnait parmi toutes les questions qui avaient le même sujet, l'une d'entre elles. Mais ce sont les téléspectateurs. D'ailleurs, c'était le phénomène même du jeu de la vérité. Quand je l'ai présenté à Hervé Bourges, le patron de TF1 à l'époque, j'ai dit, je voudrais qu'on supprime, entre guillemets, l'intermédiaire du journaliste et que les téléspectateurs puissent être leurs propres journalistes. Et il m'a dit, je m'en souviens très bien, personne n'acceptera de faire cette émission. Vous rêvez, mon cher Patrick. Est-ce que vous avez votre premier invité? Oui. Oh, bah alors, quel est le premier invité? Alain Delon. Il a dit oui. Il a dit oui. D'ailleurs, il a tenu parole jusqu'au bout. Je le remercie. Et je voudrais, puisque nous sommes cette semaine, avoir une pensée pour Michel Blanc, qui a été notre deuxième invité. Ah oui. Et à l'époque, on me disait « Oh, mais tu crois qu'il est assez connu ?» Et j'avais dit « Mais le jeu de la vérité sert à deux choses. D'une part, à ce que les téléspectateurs entrent en liaison avec une star, mais aussi à faire découvrir quelqu'un, et mieux découvrir. » Et quand j'ai appelé Michel Blanc, je me souviens très bien. Et j'ai dit « J'aimerais que vous veniez faire l'émission, etc. » Il m'a dit « mais personne me connaît. » Il était déjà très connu, il y avait les bronzés, hein, mais il pensait qu'il n'était pas suffisamment connu. Voilà, je voulais simplement dire ça pour penser à Michel. Et alors, moi, je voulais vous parler de 1985, puisque Valérie vous parlait des gens que vous avez rencontrés, dont vous parlez dans le livre. Dans le livre, il y a Brigitte Bardot. Est-ce que vous vous souvenez de cette émission spéciale où vous êtes à la Madrague et elle vous fait visiter la Madrague? C'est une archive assez incroyable. Vous êtes un des rares à pouvoir eu la chance de filmer la Madrague. On est en 1985. Vous êtes avec Brigitte Bardot. Alors ça, voilà, il y a un mot que vous aimez bien. Ça, c'est le salon. Bon, disons que c'est le séjour. D'accord. C'est le séjour. Il y a une chose très jolie, c'est qu'il y a du lierre, du vrai lierre qui pousse au plafond. Ça, c'est beau. Et c'est vrai qu'on m'a raconté, moi j'y étais pas, mais que vous avez vendu presque tout l'an dernier. Tiens, ça fait presque un an aujourd'hui, et pour la Fondation Bardot, vous avez vendu les bijoux. C'était le 17 juin de l'année dernière, j'ai fait une vente aux enchères qui m'a rapporté du reste une somme assez considérable qui me permet de tenir et de sauver des animaux parce que ça coûte cher. Donc, la plupart des objets de valeur qu'il y avait ici, il n'y en avait pas beaucoup, mais ils ont tous été vendus. En fait, les stars avaient confiance en vous. Ben, elles avaient raison. Je n'ai jamais triché avec elles. Une des grandes fiertés que j'ai, elle est très simple. Hein, je ne change jamais de trottoir quand je croise une personne avec qui j'ai travaillé, une personne que j'ai invitée. Jamais. Je me suis toujours conduit d'une façon extrêmement honnête. Ouais. Brigitte Bardot, elle n'est pas dans ce livre-là, Dans le précédent. Elle est dans le précédent, on en avait parlé, je crois, ici. Il y a Lèche Wałęsa. Alors, Lèche Wałęsa, vous racontez, et ça met en... Moi, ce que j'ai ressenti en lisant le livre, c'est cette dualité entre l'animateur et le journaliste. Parce qu'en fait, vous faites un boulot de journaliste. Et est-ce que vous n'avez pas eu ce complexe un petit peu où on ne vous l'a pas fait sentir, un peu ce que vous dit Étienne Moujotte quand il vous dit... Lèche Wałęsa, c'est pas pour toi, c'est pour la rédaction. Or, vous êtes journaliste. Alors, je sais pas si je suis journaliste. Enfin, si je le sais, puisque je n'ai pas ma carte. Mais donc je ne le c'est suis pas. Pour moi, c'est pas la carte qui fait le journaliste. Jean-Pierre Pernaut n'a jamais eu sa carte de presse. Voilà, moi j'ai toujours aimé. Je suis curieux de nature quand on fait notre métier comme vous le faites. Bon, on est curieux, on veut savoir, on veut comprendre, on veut partager. Et non, Lèche Wałęsa, c'est parce que Hervé Charol, ancien copain et documentariste, a l'air de me dire que lui, il a aidé le monde à comprendre là où on devait être, et que moi j'étais simplement dans le divertissement. Et donc c'est en réponse simplement à Hervé Charol, qui est un des copains, en disant bah peut-être, mais le jour où je suis allé voir Lèche Wałęsa, c'est moi qui y suis allé. Quand je l'ai proposé d'ailleurs à Étienne Moujotte, qui était patron de TF1 à l'époque, il m'a dit oh, mais tu vas avoir toute la rédaction contre toi, etc. Et je l'ai supplié de prendre le risque. Et c'est un des grands moments de ma vie, d'avoir rencontré des gens aussi différents que Sir Emmanuel Lèche Wałęsa, mais aussi Patricia Cass, Michel Sardou, des grands sportifs, des politiques, Laurent Fabius. Mais aujourd'hui, ils sont où dans votre vie? Tous m'ont appris quelque chose. Mais dans votre vie actuelle, ils sont là,
Il y en a savez, qui sont devenus amis ou pas du tout? Est-ce que j'ai des amis de ce métier? C'est ça votre question? Et Oui, est-ce qu'on peut avoir des... Oui. Parce qu'il y a une phrase que j'ai relevée, il n'y a pas d'amitié possible dans ce métier. Il n'y a pas d'amitié, c'est-à-dire que je fais allusion quand on fait une photo où il y a Sébastien, Foucault, Drucker et moi. Ouais. Alors on était les 4 sur TF1. Donc évidemment on se respectait les uns les autres. D'ailleurs moi j'ai toujours respecté les gens qui font mon métier parce que je pense que c'est pas facile de le faire. Mais en même temps, on était en rivalité, on était en concurrence. Donc, quand on est en concurrence, mais dans tous les métiers, c'est comme ça. On peut pas être véritablement amis, mais il peut y avoir, en tout cas, de mon côté, il a toujours eu ça, beaucoup de respect. Là, j'ai vu Jean-Pierre Foucault à la télévision. Franchement, parce qu'il a fait un téléfilm, vous avez dû le recevoir, etc. Je l'ai vu, je l'ai entendu. Et franchement, je trouve que c'est quelqu'un de bien, quoi. Je me dis... Enfin voilà, il a eu beaucoup de succès, il vit très bien tout ça et oui, le respect ça compte, l'estime. Mais l'amitié c'est encore autre chose. L'amitié c'est qu'on passe ce stade, qu'on a envie de partager autre chose et pas forcément d'ailleurs des choses professionnelles. Pourquoi les variétés ont disparu? Les grandes émissions de variétés n'existent absolument plus. On est dans du talk en permanence. Mais la télévision a changé. Toute la télévision a changé, c'est pas simplement les variétés. Elle a changé, elle est devenue différente, elle est regardée différemment. Avant, on était comme une cheminée, c'est-à-dire qu'on était devant le feu de cheminée et toute la famille regardait ensemble la télé. Maintenant, ça n'existe pas. Donc, tout ça a changé. Je crois aussi que les choses peuvent, par séquence, revenir. Jamais comme avant, mais il peut y avoir des séquences de retour. Vous aviez vraiment gardé tous vos costumes, tous vos costumes de présentateurs? Oui. Et en plus, c'était du gâchis parce que... vous étiez souvent très peu portés. Ouais, très peu portés. Et à un moment donné, on se dit, il faut, ça passe. Si l'habit fait pas le moine, en tout cas, bon, allez, il faut dégager tout ça. Et d'autres vont être très heureux. Et tous les télé 7 jours, Paris Match et autres journaux et cassettes VHS. Ouais. Quand j'ai décidé de ranger ça, je vous assure, je l'explique dans la maison. Vous le racontez. Dans la maison de campagne. Mais je suis... c'est vertigineux. Mais oui, c'est... Et en même temps... Et vous avez vraiment mis le feu à cette valise. Oui, et en même temps... Avec toutes les archives. Oui, parce qu'en même temps, j'ai dit que ma vie devait être autre chose maintenant. Et que je pense que mes enfants, qui m'ont connu à la télévision, mes petits-enfants qui ne m'ont pas connu à la télévision, ils ont le droit de connaître quelqu'un d'autre que cet homme de télévision. Ah oui. Mais ça fait partie de vous. Oui, mais ça fait partie de... Oui, mais moi, je suis très heureux. Mais ils vous ont vu, par exemple, vos petits-enfants, ils ont vu des extraits d'émissions, des choses comme ça. Ça les fait rire, d'ailleurs. Alors, est-ce que les gens qu'on retrouve 10 ans, 15 ans, 20 ans après... 55 ans. Oui, non, mais je parle dans l'absolu. Oui, dans l'absolu. Dans l'absolu, est-ce qu'ils ont... juste avant que vous me répondiez, il y a un extrait, évidemment, je suis en train de faire un lancement. Est-ce qu'ils ont changé? Est-ce qu'ils ont modifié? Eh bien, dans un avis de recherche de Michel Berger, il était surpris que tous les visages qu'il voyait, il avait ce même souvenir que lorsqu'ils étaient enfants, ils n'avaient pas changé. Écoutez, c'est assez émouvant. Ouais. Prenez les micros. Non, mais c'est fou parce que les visages sont quand même les mêmes. Forcément, il y a des. Toi, te voyant assez souvent finalement dans les journaux et à la télévision, je me disais que tu ne changeais pas beaucoup, mais je me suis aperçu finalement en regardant les autres camarades que je les reconnaissais très facilement. Parce que moi, je sais qu'on m'a toujours dit par exemple, quand on retrouvait quelqu'un qu'on avait beaucoup aimé des années après, on était effondré parce que c'était souvent une belle jeune fille et qu'après elle était moins jeune. Bon, remarque là, pour revoir des belles jeunes filles, c'est un peu dur. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de filles. Je veux dire que ça manque terriblement aujourd'hui. Ils étaient heureux, les people, de retrouver tous ces gens. Oui. Et à la fois, d'ailleurs, il y avait une différence de physique entre ceux qui étaient connus et ceux qui l'étaient moins, parce que ceux qui étaient connus devaient toujours se maintenir, puisqu'ils passaient à la télévision, au cinéma, ou et d'autres peut-être un peu moins. Mais il y a le physique, mais il y a aussi, d'ailleurs, à la fin du livre, je fais un jeu, changer, pas changer, avec nos copains. Mais est-ce que justement, vous avez changé par rapport à vos 20 ans ou pas changé dans votre tête? Ah non, moi j'ai toujours 20 ans dans ma tête. Très bien. Et même des fois quand je me regarde, je vois que l'enfant en fait. Je ne vois pas l'adulte. Moi, j'ai retrouvé des amis grâce à Facebook que j'avais perdu de vue depuis très longtemps. Et il y a quelque chose d'assez naturel qui revient, ce que vous racontez un petit peu avec certains de vos copains que vous retrouvez, qui est assez fascinant de voir des gens dont on a été très proches, qui même s'ils ont évolué dans des directions très différentes,
finalement... Ce qui m'a semblé très important pour moi, en tout cas, c'est que eux savaient ce que j'étais devenu, et pour cause, puisque Bien sûr, vous voilà. étiez... Et moi, je voulais savoir ce qu'ils étaient devenus. Et par exemple, j'ai changé de nom. C'était le premier de la classe. Guillaume Dussalier. J'ai changé de nom, mais je n'imaginais pas un seul instant que ce type qui était formidable, toujours premier, etc. Et d'ailleurs, il expliquait pourquoi il était premier aussi, parce qu'il s'ennuyait chez lui, etc. Enfin, c'était des choses incroyables. Il soit devenu en pleine Lozère, s'occupe de laine de bison. Enfin, tout d'un coup, on se dit quoi? Après avoir été quelqu'un de très très important, et puis tout d'un coup, il a décroché. Mais je crois parce que la vie aussi, elle a changé par rapport à tout ce qu'on a vécu. Il y a beaucoup. J'écoutais encore des informations récemment. Beaucoup de jeunes veulent vivre autrement aujourd'hui. Ils veulent avoir du temps pour eux. L'argent n'est pas tout, la réussite n'est pas tout. Sauf que lui, il n'était pas destiné, a priori, à cette trajectoire-là. Et Serge Ruben qui me dit exactement, excusez-moi, quand je lui dis dans le livre, bon, ça va... J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait des émissions qui rassemblaient 18 millions de téléspectateurs. Moi, j'ai encore eu Sardou l'autre jour au téléphone. Vraiment, il me disait, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Qu'est-ce que tu veux que je chante de plus? Même chose pour Goldman, qui est né la même année que moi. Il dit, mais qu'est-ce que je peux faire de plus? Moi, c'est... Qu'est-ce que je peux... Voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Donc, il y a un moment donné, on se dit... Voilà, et Ruben me dit dans le livre, mais quand on a décroché la lune, on ne la raccroche pas. Et je lui réponds, voilà, qu'est-ce que... Et puis, qu'est-ce qu'on va faire de plus? Et, moi, ça me semble... Voilà. J'ai tellement eu de chance, déjà. Ce livre, en tout cas, montre qu'il y a une vie, effectivement, après la télé, qu'on peut faire autre chose. Il y aurait un troisième ou pas? En tout cas, l'envie d'écrire... T'as peut-être retrouvé encore non, l'envie d'écrire. Et écrire, vous savez, je marche beaucoup. Et les deux vont ensemble. Je marche, je pense, j'écris, je pense, je marche. Tout ça va ensemble. Et puis, je trouve que... Et je regarde aussi la télévision, et avec plaisir. Avec plaisir? Oui. Il y a des émissions que je regarde avec plaisir. Comme quoi? J'aime bien Échapper belle, par exemple. J'aime bien découvrir des choses. J'aime bien certains débats politiques, même si je m'y intéresse de moins en moins, parce que je trouve que c'est pas forcément bien représenté. Et j'ai une dernière question. Le vendredi soir à 22h30, parce qu'à l'époque ça finissait tôt, à 22h30 le générique, qu'est-ce qui se passait après? Est-ce qu'il est resté copain avec ses copains, ou la vedette reprenait sa vie de vedette? Alors, c'est vraiment une très bonne question, parce que si je devais refaire ou réinventer la vie de recherche aujourd'hui, je le ferais différemment. Je filmerais la troisième mi-temps, comme on dit au rugby. La plupart du temps, la soirée se prolongeait jamais avec moi, parce que je faisais pas partie de la classe, et donc moi j'allais directement à la maison. Il y a eu un ou deux cas, simplement et par discrétion, je ne les citerai pas, où la vedette a dit au revoir, salut, il n'a même pas payé un pot à boire et parti. Voilà. Mais globalement, sur l'ensemble, je vous assure. Et même des années après, ils restaient en contact. Alors certains, ils en ont parlé d'ailleurs. Adi Cordy en a souvent parlé. Elle a retrouvé Céline Renaud qui a 96 ans, parlait que la vie de recherche a changé sa vie parce que elle a retrouvé des amis qu'elle a gardés tout le reste de sa vie. Donc, évidemment. Alors moi, j'ai beaucoup aimé la table des souvenirs. À la fin du livre, je serai les auditeurs. Qui remplace la table de matière. Oui, j'ai trouvé ça très beau parce que c'est les événements qui ont jalonné votre vie. Donc ça part de Yesterday en 65, ça passe aussi par les bronzés fonds du ski en 79, ça passe par Au revoir la 5, retour sur la une en 88, votre fille Margot, le mur de Berlin, des choses très éclectiques. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça montre des choses de qui vous êtes aussi. C'est une très très bonne idée. C'est très bien écrit, c'est très prenant et c'est passionnant. C'est votre avis de recherche d'une certaine manière. Ne le dis surtout pas à Paul, aux éditions du Rocher. Donc c'est paru il y a 2 jours et achetez-vous la lettre si vous ne l'avez pas lue. C'est paru en poche, ça coûte 5 € et vous passerez 2 super moments. Vous avez une super attachée de presse. Non, mais mais je sais, Valérie, je vous connais. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à lire. Vous devez faire ce week-end. Il a un super attaché de presse. Merci, Patrick Sabatier, d'avoir été avec nous. Merci à Sud Radio de m'avoir invité. Puis bon week-end à tous. Bon week-end. Nous, on bosse encore un peu derrière. Merci à vous.